Le passé n'est jamais mort, il n'est même pas passé. Requiem pour une nonne de William Faulkner. Ainsi donc. Voici Dur comme fer de Cécile Baudin, paru le 20 mars 2025 aux éditions Presse de la Cité, 416 pages. La chronique a été rédigée le 10 mars 2026 sur Évanescence littéraire, la page Facebook et le site internet. Ciselé comme un diamant et dur comme le fer, le nouveau suspense de Cécile Baudin, prix Polar Michel Lebrun 2025. Une citation. Tout est paisible en apparence, aussi à Hussini, mais en regardant toutes ces figures d'Italiens souriantes, on a une impression de malaise indéfinissable. Ce sourire a en effet un grand air de fausseté, on sent que ces gens peuvent passer sans transition de l'apparence du calme le plus absolu à la violence la plus folle. L'Est républicain, édition du 5 août 1905. Un père et son fils. La quête de deux hommes venus en Lorraine chercher pour le premier un refuge, pour le deuxième la vérité. Du village de Santa Maria del Cedro, en Calabre, jusqu'aux mines de fer du Cini dans la région de Longwy, nous mettons d'abord nos pas en cette année 1901 dans ceux de Nando Russo. Alors que son regard plonge sur les paysages somptueux de son pays natal, qu'il caresse les troncs des citronniers et des oliviers, qu'il respire avec délice les parfums de cédra et d'iode, qu'il se réchauffe par un soleil radieux, qu'il sent son cœur battre plus vite à l'approche de sa femme et de son fils. Soudain, il sent l'orage venir. Et en effet, la foudre s'abat sur son existence lorsque son patron, producteur de citron diamante et fruits exceptionnels, cultivés spécialement pour la communauté juive de façon cachère, est assassiné, sa main coupée insérée dans sa bouche, par les sbires du padrone de la mafia locale, la 'ndrangheta. Or, ce criminel n'est autre que le père du jeune homme. Lorsque l'épouse de la victime profère une malédiction à l'encontre des Russo et de Nando, celui-ci est persuadé que son géniteur la prendra au sérieux et que sa vie est maintenant en danger. Pour protéger sa famille, il doit fuir très loin, quitter tout ce qu'il aime. Heureusement, son épouse, dont les origines sont par moitié françaises, lui a appris la langue de Molière et le voici donc parti vers le nord-est, via Modane, pris en charge par des rabatteurs de futurs ouvriers et mineurs en exil. L'autrice nous raconte alors, avec le talent que nous lui reconnaissons depuis son premier roman, un souci du détail et un soin à ressusciter toute une époque avec beaucoup de réalisme, la vie quotidienne de cette main-d'œuvre, poussée par la misère à s'expatrier, puis à survivre sous un ciel gris, dans le froid, ou au fond de galeries souterraines sans oxygène. Le destin peut être bien cruel pour ces hommes soumis à la dictature minière et au racisme systémique de la société française. Heureusement pour notre ami, se faisant appeler maintenant Greco, son bilinguisme et son sens de l'adaptation l'aident à se faire une place dans ce microcosme apprécié de tous pendant près de 4 ans. Mais, en cette période troublée, où la colère gronde, les rouges et les jaunes s'affrontant, il faut choisir son camp. Or Nando veut la paix pour lui et ses collègues, sait que les actions coup de poing des communistes ne servent à rien, que ce n'est pas la bonne méthode. Il se met à dos un syndicaliste très vindicatif. Pire, quand un cadavre est retrouvé avec une main coupée en bouche, il se sent à nouveau menacé. Son père l'aurait-il retrouvé? Le drame est-il inéluctable? Est-il marqué du sceau de la malédiction? 8 ans après, débarque en gare d'Ussini un fringant jeune homme, Antonio Russo, sûr de lui, limite méprisant, sans une once d'accent italien, impatient de découvrir ce qui est arrivé à son père, dont aucune nouvelle n'est parvenue depuis 1905.
Il a hâte de retrouver sa trace, mais doit vite déchanter. Libéré de ses obligations militaires, il ne peut appliquer ses méthodes martiales à cette enquête. Ne réussissant même pas à remonter la piste de Nando dans les archives de la ville, le destin lui donne pourtant un coup de pouce sous la forme d'une photographie exposée dans un magasin de souvenirs. Voilà le bout du fil qui va lui permettre de dérouler toute la pelote. Mais ce ne sera pas facile. Heureusement. Un journaliste à la retraite et une jeune femme, n'ayant pas froid aux yeux, vont se joindre à lui, ayant tous deux des raisons personnelles de faire toute la lumière sur le passé. Un trio improbable qui devra faire preuve de beaucoup de courage et d'intelligence pour déjouer les pièges de tous ceux qui leur mettent des bâtons dans les roues, les menacent, les épient. Gare aux apparences, aux certitudes et aux conclusions hâtives. Antonio serait-il, comme son père, l'objet d'un mauvais sort? En qui peut-il avoir confiance? Pourra-t-il apporter des réponses à sa mère, restée au pays? Un troisième roman policier et historique très réussi, singulier, encore une fois, par le contexte choisi. Hommage à tous ceux qui ont dû affronter l'exil et qui ont réussi à s'enraciner dans cette région du nord-est de la France, malgré le racisme, les dures conditions de vie et de survie. Ayant participé au rayonnement de la France, à son enrichissement, à sa transformation sociétale et économique, comment ont-ils résisté alors que le destin semblait s'acharner? Un père et son fils, se tendant les mains à travers le temps et l'espace, vont-ils mener à bien leur quête? Merci infiniment à Cécile Baudin. Bravissima.